Cette nouvelle journée est consacrée à un site incontournable, la vallée du Douro. Cette folie baroque du XVIIIe est l'œuvre d'un architecte italien. Les vins d'Alentejo, tout s'est fait avec la machine. Ici, tout s'est fait à la main. C'est un vin avec 10 ans et un vin jeune. Celui-là, c'est un petit peu, c'est marron, mais c'est un petit peu rouge. L'autre, c'est marron. Il reste en barrique. Quand vous voyez un vin avec 10 ans, le vin ne reste pas 10 ans dans la barrique. C'est faux. C'est un mélange d'années. Pourquoi? Si le vin reste 10 ans dans la barrique, le prix c'est complètement différent. Extraordinaire. Normalement, je n'avais pas ouvert. C'est un vintage. C'est ouvert en une semaine. Mais maintenant, c'est ouvert. C'est pour boire. Incroyable. On a de la chance alors. Oui. Voilà, oui, on sent que c'est très liquoreux. Oui, et très noir. Et l'alcool, c'est 20. Et c'est très, très, très liquoreuse. Donc ça, c'est un vin blanc. Blanc, vieux, avec 20 ans. J'aime beaucoup, et les femmes aiment beaucoup ça. C'est très, très facile de boire. C'est pour boire frais, le blanc, comme apéritif, normalement. Nous continuons à remonter le cours du Douro au milieu des vignobles émaillés de domaines viticoles ou quinta. Sabrosa honore Fernand de Magellan, dont voici le lieu de naissance supposé. En fait, ce lieu est totalement inconnu, mais le village est fier d'honorer ce grand explorateur qui fut le premier à faire le tour du monde à la fin du XVe siècle. À Foz d'Ocoa, près de la frontière espagnole, un musée ouvert en 2010 nous transporte à travers des répliques de gravures qui ornent deux vallées dans l'ambiance des sociétés chasseuses-cueilleuses du Paléolithique. Mais rien de tel qu'un petit tour sur le terrain pour comprendre l'étonnante richesse de ce qui apparaît parfois comme des grébouillis superposés. Avec les lignes les traits très fins, et après ils ont passé par-dessus avec la technique du picotage. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. C'est à bord d'un train que nous poursuivons la découverte de l'intérieur du Portugal en suivant le cours du Douro de Pocinho jusqu'à Peso de Régua. Le
train s'élance, offrant des vues imprenables sur le fleuve et les collines de schiste entaillées de terrasses jusqu'au sommet. Le vignoble de la vallée du Haut-Douro produit 2 appellations d'origine, le Porto et le Douro, mais il y a une très grande variété de cépages blancs et surtout rouges. Ces paysages sont si particuliers que 24 600 hectares ont été déclarés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 2001. Après la crise du phylloxéra, fin 19e, des terres ont été vouées à d'autres cultures, voire laissées en friche. Le rinçage des cuves génère des pollutions. Sur les terrains les moins pentus, on cultive aujourd'hui dans le sens de la pente. Après 1 heure de voyage, stop à la gare de Pinhao, l'une des plus belles du pays. Ses façades sont décorées de 25 panneaux d'azuleros qui retracent les travaux de la vigne et la vie des habitants. D'anciennes cuves à Porto, en bordure du Douro. De grandes marques de Porto s'affichent dans les vignobles. Depuis Peço de Régua, c'est par la route que nous continuons vers Porto. Dans la basse vallée, l'agriculture est plus diversifiée. Depuis notre camping, nous sommes rapidement au cœur de Porto, 2e ville du pays, et nous embarquons à bord d'un bus panoramique. Le viaduc ferroviaire Maria Pia a été conçu par Gustave Eiffel. Le bus est un moyen fabuleux pour se repérer rapidement en ville. En suivant l'embouchure du Douro, nous nous dirigeons vers le port. La bourgeoisie locale a élu domicile avenue du Brésil face à la mer. Jean VI a régné sur le royaume du Portugal, du Brésil et des Algarves de 1816 à 1822. Ce filet est un hommage aux pêcheurs de la côte. Des effluves de sardines grillées sur barbecue s'échappent des gargotes. Troisième marque de Porto en France, Sandeman est connu et reconnu dans le monde entier par son emblème créé en 1928, un chapeau espagnol à large bord et une cape d'étudiant portugais. Le classique, il est sélectionné pour vieillir lentement en bouteille pendant un minimum de 12 à 15 ans. Et après, nous avons le vin vintage, c'est un vin plus contemporain qui a été produit pour être dégusté plus jeune, entre 3 à 5 ans d'âge. Les chais sont impressionnants, mais rien ne vaut une dégustation. C'est un Porto blanc demi-sec avec environ 3 ans d'âge. C'est un excellent apéritif, mais vous pouvez aussi le déguster comme cocktail avec des glaçons, du citron et de l'eau tonique Schweppes. Ça fait le fameux Salmon Splash. On le sert très frais. Ça c'est le premier. Le deuxième, le rouge,
C'est un Imperial Reserve, un tamis avec environ 8 ans d'âge et c'est un vin très versatile parce que vous pouvez le déguster avec des fromages salés par exemple, mais aussi avec des desserts plus raffinés comme la crème brûlée, tarte aux amandes, tarte aux pommes et on le sert légèrement frais. Donc à votre santé. Malgré la météo, le téléphérique nous offre de superbes vues sur le Douro, les chaises et la ville historique. La chapelle Santa Catarina est recouverte de 15 947 azuleros. J'adore les marchés, l'ambiance, l'odeur, la chasse aux produits locaux. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut aussi s'y restaurer. Et les fruits sont si appétissants. Le Majestic est un café historique art déco, mais nous préférons nous attabler au soleil un peu plus loin. En centre-ville, la salle des pas perdus de la gare de San Bento est un chef-d'œuvre de l'art de l'azulero. Mais l'architecte en négligea le côté pratique et oublia les guichets de vente. Réputée pour être l'une des plus belles du monde, la librairie Lello fait partie des incontournables à Porto. On la surnomme la cathédrale des livres. Notre regard est immédiatement attiré par l'imposant escalier double en bois sculpté dont les marches sont recouvertes d'une laque rouge carmin. Il y aurait 60 000 livres. Place de la Liberté, la tour d'éclair est le symbole architectural de Porto. Ici même, mon attention est attirée par un homme bien sapé qui semble déguster une pomme de terre. En fait, il s'agit d'une brandade de morue patiemment reconstituée par la fille dans la vitrine. Voilà qui augmente sérieusement le prix de la patate, mais c'est original et assez goûteux. La Sé de Porto est une cathédrale forteresse. Des invités à un mariage sont sur le parvis.
Le maître-autel est représentatif du baroque portugais. Mais plus que la cathédrale, c'est le cloître qui fascine en raison de ses azuleros bleus et blancs typiques du Portugal. Ils adoucissent les structures de granit. Dernière visite, le palais de la Bourse, siège de la Chambre de commerce. Le grand escalier classique précède une vaste cour intérieure, le Patio des Nations, conçu comme un puits de lumière. Les murs de la salle des assemblées sont revêtus de lambris de bois du Brésil. Mais c'est le salon mauresque qui est le joyau du palais. Construit fin 19e, il s'inspire de motifs de l'Alhambra de Grenade. Au Portugal, l'océan n'est jamais bien loin. Aussi, notre prochaine étape est-elle Costa Nova. Ces maisons restaurées, colorées et croquignolettes à souhait, bordent une esplanade plantée de palmiers. À l'origine, les palieros, comme on les appelle ici, abritaient des familles de pêcheurs, leurs équipements et leurs animaux. Quand, fin 19e, la mode fut au bain de mer, les pêcheurs commencèrent à louer leurs palieros l'été et surgit alors l'idée de peindre des planches extérieures de couleurs vives. Regardant vers la lagune, la plupart des maisons tournent le dos à l'océan. C'est la fête ce matin, la brocante, mais la foule des clients n'est pas encore arrivée. Connue dans le monde entier, Vista Alegre est l'une des plus prestigieuses marques de porcelaine. L'usine est fermée ce samedi, mais nous visitons son musée. 700 ouvriers travaillent sur ce site. 50 000 pièces sortent chaque jour, dont certaines sont signées Christian Lacroix.
Jadis, ces ouvriers étaient logés sur place et leurs loisirs organisés par l'entreprise. Les lagunes se succèdent jusqu'à Aveiro, la Venise du Portugal. Aveiro est sillonné par 47 km de canaux sur lesquels circulent les barcos moliceiros. Elles servaient jadis à ramasser le varech. Le ballet de ces embarcations, aux formes élancées et aux couleurs vives, est assez féerique. Assez regardé, embarquons. Moulin de Marie et aujourd'hui est l'assemblée de la mairie. To the right, the shopping center. Lovers Bridge. Here is the Lovers Bridge. Center and Employment Center. To preserve the building. L'ancienne usine de céramique est devenue un centre de congrès. L'agglomération de 120 000 habitants est un pôle portuaire et ferroviaire, ainsi qu'un centre universitaire et touristique. Notre embarcation pénètre avec prudence dans le canal San Roque. Le pont de Carcavelos est connu comme le pont des amoureux. Ici les anciens magasins du sel. Plusieurs maisons Art Nouveau bordent le canal, contribuant au charme de la ville. Il paraît qu'un bon Portugais ne sait pas résister aux rythmes musicaux. La tradition des pêcheurs de morue n'est pas oubliée. Une large avenue bordée d'immeubles remarquables, mais en plus ou moins bon état, court de la lagune à la gare décorée d'azuleros. Après une bonne nuit, destination Nazaré, un autre village mythique. Sa grande place baigne dans le fado, cette musique mélancolique inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Tudo morre, que me importa a mim morrer. Adeus, cabecita louca, e de esquecer tua boca na boca de outra mulher. Deixa mágoa, riso, pranto, lindos olhos trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar, de boca em boca, triste visada, em comunhão, andam guitarras a esmer de mão em mão. Le vieux quartier du Sitio, où nous sommes, est situé à 120 mètres au-dessus de la mer. Des vendeurs, en costume traditionnel, proposent des friandises,
D'autres vendent linge de maison et pulls. L'église est un bâtiment baroque dont l'autel est surmonté par la statue de la Vierge de Nazareth. La légende veut qu'elle ait été rapportée de Nazareth en Palestine. Par un cheminement richement décoré d'azuleros, nous accédons au-dessus de l'autel où les croyants peuvent admirer et vénérer la statue miraculeuse. Depuis le belvédère du sitio, magnifique point de vue sur la plage. Au pied de la falaise, la station balnéaire est devenue au milieu du XXe siècle l'une des plus populaires de la Côte d'Argent. Mais aujourd'hui, il est rare d'y croiser des marchandes de poissons portant 7 jupons comme le veut la tradition. Depuis 1889, un funiculaire relie la plage au quartier du Sitio où nous étions précédemment. Quelques personnes âgées s'habillent de façon traditionnelle, mais de là à compter 7 jupons, aujourd'hui, c'est la tournée des Grands-Ducs dans les monastères. Celui d'Albobassa, considéré comme un chef-d'œuvre de l'art gothique cistercien, impressionne par ses dimensions. Cette nef est la plus vaste du Portugal. L'abbaye, classée UNESCO depuis 1989, est aussi l'une des 7 merveilles du Portugal. En 1810, elle fut pillée par les envahisseurs français. Le cloître du silence, comme on l'appelle, est en position centrale, comme dans tous les monastères qui en ont souvent plusieurs. Cuisine et dortoir sont à la dimension de l'édifice religieux. On trouve dans l'église abbatiale les tombeaux du roi Pedro Ier et de sa maîtresse assassinée, Inès de Castro. L'église avait-elle l'esprit large à l'époque ? Autre merveille du Portugal, le monastère dominicain de Batala, également classé UNESCO. Les chapelles imparfaites sont un summum de l'architecture portugaise. Le roi Dom Duarte, Édouard, voulait en faire un panthéon, une extension du sublime monastère, mais à sa mort en 1438, la grande voûte centrale n'était pas commencée. Il est le seul à reposer ici aujourd'hui à ciel ouvert, dans l'une des 7 chapelles aux piliers inachevés. Le portail est orné de décorations manuélines d'une rare exubérance. Ce terme de manuélin a été adopté au XIXe siècle pour désigner l'esprit créatif portugais qui s'est développé sous le règne du roi Manuel Ier à la fin du XVe siècle, alors que le Portugal était la première puissance maritime du monde. Le cloître royal marie simplicité des voûtes et exubérance décorative des arcades. Les colonnettes rappellent le style mauresque.
Changement d'époque et d'architecture. Fatima est devenue célèbre en 1917 quand 3 jeunes bergers ont été témoins d'apparitions mariales. L'église de la Sainte Trinité est la 4e plus grande église catholique dans le monde. L'esplanade est dimensionnée pour accueillir l'un des plus célèbres pèlerinages catholiques. De style néo-baroque, la basilique du Rosaire a été achevée en 1953. Dans la chapelle des Apparitions, le piédestal sur lequel repose la sculpture originale de Notre-Dame de Fatima est situé à l'endroit exact des apparitions. La dernière belle découverte de cette journée est l'ancien siège de l'ordre des Templiers à Tomar. Le château, qui fut construit au XIIe siècle, est inspiré des fortifications en terre sainte. Il contient en son sein le couvent de l'ordre du Christ, un ensemble architectural exceptionnel. Le tout est classé UNESCO. Le monastère compte au total 8 cloîtres, construits au XVe et XVIe siècle. L'église ronde, dite rotonde, de style roman, a été construite pendant la deuxième moitié du XIIe siècle. Oratoire des Templiers, c'est un sanctuaire décoré de sculptures et de peintures de style gothique et manuélin qui furent ajoutées au XVe. Ces longs couloirs en étoile desservent les cellules monacales. Même les cuisines sont superbes. Sur la route vers Lisbonne, Óbidos est une petite ville médiévale très pittoresque et bien préservée. Les Romains en avaient fait un oppidum stratégique. Plus tard, la reine Isabelle d'Aragon en fut propriétaire. Les azulejos de l'église Santa Maria sont superbes. Déjà citée au 1er siècle par Pline l'Ancien, la ginja d'Óbidos serait l'une des meilleures griottes d'Europe. Ne pas y goûter serait faire injure au grand écrivain. Un peu petit le gobelet. Tu veux pas la tasse, c'est ça comme ça. Et alors, mon petit monsieur? C'est bon, c'est bon. Petite coupe au chocolat avec une griotte, délicieux. Le château fait lui aussi partie des 7 merveilles du Portugal. Il n'en reste donc plus que 3 à découvrir. Voilà qui tombe bien, à Sintra, peu avant Lisbonne, le palais national de Peña est aussi l'une de ces merveilles. La vision colorée d'un imposant palais, tout droit sorti d'un conte de fées, encourage à grimper au milieu du parc de 200 hectares. Le rouge, le jaune et le gris-bleu lui confèrent une allure unique et romantique. Commande du roi Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha,
régent du royaume d'origine allemande et portugais d'adoption, le palais mélange allègrement les styles architecturaux. Sa construction fut achevée en 1885, année de la mort du roi. Le château des Morts surplombe la ville de Sintra. L'intérieur se divise en différentes pièces, uniques en leur genre. Cette jolie salle est entièrement décorée en trompe-l'œil. Tout est resté en l'état depuis la chute de la monarchie et la fuite des souverains en Grande-Bretagne en octobre 1910. À Sintra, les gigantesques cheminées du Palais national attirent nos regards. L'intérieur se révèle assez hétéroclite, mais surprenant comme cette salle des cygnes. La chapelle manuéline y a toute sa place, mais ce sont les 72 blasons des familles de l'aristocratie du XVIe, l'âge d'or des grandes découvertes qui méritent notre attention. Le palais fut aussi la brillante vitrine de la mode des azuleros. Le plafond au pis est une autre originalité. Sintra possède une dizaine de monuments nationaux, mais la mairie est aussi un coquet patrimoine. À l'écart des flux touristiques, le petit village d'Azenas d'Omar occupe un bien joli site au bord de l'océan. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. La plage familiale d'Adraga est un havre de paix, idéal pour se détendre et déjeuner. L'eau est fraîche. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, cacho de uvas doiradas, formosas no jardim, São José da... Cabo da Roca est le point le plus occidental de l'Europe, n'en déplaise aux Bretons. À 140 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce bout du monde est isolé et exposé à des vents très forts. Aux portes de Lisbonne, des plages bien vantées sont idéales pour les windsurfers. Celles de Cascais et Estoril sont bondées en cette mi-juin. Queluz est notre dernier stop avant la capitale. Derrière une façade banale, le palais royal est l'un des derniers grands bâtiments rococo construits en Europe. À l'intérieur, la succession des salles et appartements du XVIIIe
est éblouissante. Dans le parc, on naviguait autrefois sur le canal au son des harpes. L'architecture de Queluz est représentative de la période extravagante qui suivit la découverte de l'or au Brésil en 1690. La reine Maria Ier l'habita souvent pendant les 39 années de son règne. Construit par les Américains, le pont du 25 avril, jour de la révolution des œillets en 1974, ressemble au Golden Gate de San Francisco. Il est dominé par le Christ roi. Précédemment, nous avons fait un long voyage depuis la France en suivant la côte nord de l'Espagne, puis nous avons vagabondé entre océan et Sierra portugaise jusqu'à Lisbonne. Après un stop de quelques jours dans la capitale lusitanienne, nous reprendrons notre périple vers la contrée balnéaire de l'Algarve. Depuis Villarreal, à la frontière espagnole, nous rejoindrons Salamanque puis Madrid. Burgos sera notre dernière étape de ce nouveau périple de 8000 km en Europe. Depuis notre camping à Caparica, nous traversons le Tage pour débarquer à Lisbonne, dans le quartier de Belém. On aperçoit à rive droite la tour de Belém, puis le monument aux découvertes qui commémore entre autres l'expédition de Vasco de Gama. Nous mettons pied à terre face au palais présidentiel, à 2 pas de la fameuse pâtisserie Pastéis de Belém, qui fabrique depuis 1837 de délicieux flancs de crème de lait saupoudrés de cannelle, les Pastéis de Nata. Après avoir pêché par gourmandise, direction le tout aussi célèbre monastère des Hiéronymites pour expier nos excès. Nous sommes devant la 6e merveille du Portugal, par ailleurs classée UNESCO. Monastère de l'ordre de Saint-Jérôme, de style manuélin, il sert aussi de panthéon royal pour les 4 derniers souverains de la dynastie des Avises, dont Manuel Ier. De la tribune, vue plongeante sur la nef de l'église, avec le tombeau de Vasco de Gama et le cénotaphe du poète Luis de Camões. Le musée Berardo présente entre autres Andy Warhol, Picasso, Dali, Mondrian et Magritte. À proximité, l'élégante tour de Belém, construite au XVIe siècle pour garder l'entrée du port de Lisbonne, a vu passer les grandes caravelles. C'est la 7e et dernière merveille du Portugal. Dans les hauteurs de la capitale, le quartier Basílica da Estrela. C'est ici que se trouve la maison-musée de la reine du Fado, Amália Rodrigues. Construit fin 14e, le palais São Bento abrite le Parlement portugais.
Le tramway Electrico 28 est l'un des symboles de Lisbonne. Un voyage à bord du vieux wagon jaune à travers les collines et les ruelles étroites est un souvenir inoubliable. Mais impossible de s'asseoir car la foule a envahi la capitale pour la fête de Saint-Antoine. Le tramway serpente dans les rues de l'Alfama, monte et descend dans les ruelles pittoresques. Le conducteur s'arrête à chaque instant pour vérifier s'il n'érafle pas l'une des voitures stationnées sur le côté. Nous descendons au retour au belvédère de la Porta do Sol. Les funiculaires sont un moyen d'accéder à ces miradouros ou belvédères qui offrent des panoramas exceptionnels sur la ville. Nous grimpons vers le quartier de Bairro Alto. Mi-juin, on fête Saint-Antoine, la sardine et les mariés. La sardinia est en effet un autre symbole de Lisbonne. On mange des sardines grillées dans la rue avec les voisins de son quartier auxquels se mêlent les touristes. Le soleil couchant embrase la ville, dont le château Saint-Georges qui domine le quartier d'Alfama. Retour aujourd'hui dans le Bairro Alto pour le marché de Ribeira. Cette halle aux saveurs est surtout un lieu convivial qui plaît aux gastronomes car on y trouve de tout. Mais c'est surtout un cadre très agréable pour déguster et se restaurer. Le très authentique quartier de Bica regorge de sympathiques placettes pour déjeuner à l'ombre. On y prend le dessert ou on y trinque entre amis à même la rue. Le Mirador Santa Catarina est un autre lieu de fête. Ce n'est sûrement pas sa façade néoclassique qui nous incite à rentrer dans l'église San Roque, édifiée au XVIe siècle, mais son intérieur baroque d'une grande beauté. La chapelle Saint-Jean-Baptiste, fabriquée à Rome, puis transportée ici, est sans doute la plus chère du monde. La place Restauradores, avec le musée des déportés, puis le Théâtre National, précède la place Don Pedro IV, appelée Rocio, qui était le cœur de Lisbonne au Moyen-Âge. Si l'élévateur Santa Justa est une attraction pour les touristes qui veulent profiter du point de vue, cet ascenseur conçu par un élève de Gustave Eiffel est avant tout un moyen de passer sans effort d'un quartier à un autre, de la Baixa à Chiado. La Praça do Carmo est l'une des plus charmantes et des plus calmes du centre-ville.
gourmand qui sommeille en moi n'aurait jamais imaginé voir une telle queue pour une glace. Dans ce joli quartier, je préfère aller siroter une bonne bière à la brasserie Trindade. Cette brasserie populaire a été construite en 1836 sur les ruines d'un ancien couvent du XIIIe siècle. Retour en métro après une journée harassante. C'est un train qui nous ramène aujourd'hui au cœur de la capitale. La mode est à la boîte de sardines au look vintage. Les touristes se l'arrachent. Plus haut, San Antonio est à toutes les sauces. Les rues décorées de guirlandes du quartier de l'Alfama sont encore quasi désertes. Mais visiblement, on attend du monde en fin de journée. Dès le milieu de l'après-midi, la foule se rassemble autour de l'église San Antonio, le saint patron du quartier. Un grand moment de ferveur populaire se prépare. Après la messe, chacun vient faire bénir par le saint des fleurs et même un mobile. Une clameur monte de la foule à l'apparition de la statue du saint. La procession passe devant C, cathédrale, puis s'enfonce à travers rues et ruelles. Nous lui faussons compagnie pour aller respirer l'odeur des sardines et trinquer au Bino Verde. Oh, yes, yes! Désormais, C, cathédrale, est bien esselée. La fête païenne a pris le dessus. Sur la place du commerce, transformée en fan zone, on goûte au dernier rayon du soleil en regardant l'Euro 2016 dont le Portugal sortira vainqueur face à la France. Dernier moment de détente sur la promenade Ribeira d'Anos avant que tramway et ferry nous ramènent au camping sur la rive opposée. Cette fois, c'est Cap à l'Est en métro. La station est décorée d'azuleros modernes. La signature de la gare d'Oriente est cette immense palme de verre.
En face, le centre commercial Vasco de Gama. Puis quelques pavillons de l'exposition universelle de 1998. Ouvert pour l'Expo 98, le pont Vasco de Gama est notre viatique pour l'Algarve.